Mais toujours est-il que les élections se sont bien déroulées dans l'ensemble. Aujourd'hui, ce qui est cocasse dans cette affaire, c'est qu'aujourd'hui, là où il n'y a pas eu de vote, dans 147 bureaux, la coalition gagnante ne dit rien parce qu'elle a gagné, n'est-ce pas, au niveau du département de Mbacké. Voilà, donc, ce qui veut dire que quelque part, c'est des recours sur mesure, certainement pour pouvoir, voilà, même le recours de Manko a 7 députés, Manko cherche certainement à redorer son blason pour pouvoir avoir grignoté quelques députés supplémentaires. Mais toujours est-il que c'est le Conseil constitutionnel, n'est-ce pas, qui a un délai de 5 jours pour trancher ces questions, 5 jours à compter de la date de dépôt des recours, quoi. Donc, voilà. Oui, mais je veux dire, vous parliez tout à l'heure du président Abdoulaye Wade et de sa déception, entre guillemets. Également, dans le texte que je mentionnais plus haut, vous parliez un peu d'une sorte de déclin de son parti, le PDS. Est-ce qu'avec 19 députés, c'est vrai, dans la coalition, hein, il faut peut-être le préciser, on peut dire cela? Oui, en fait, si on analyse les élections, en 2012, quand le président Wade perdait le pouvoir, il était à 30%. Déjà, son quotient normal tournait autour de 30%, 35, même 34%. Aujourd'hui, le Parti démocratique sénégalais va dans une coalition appelée Manko, appelée coalition gagnante, qui n'a pas gagné d'ailleurs, et qui se retrouve avec un taux, un taux qui tourne autour de 16%. Bon, entre 30% et 16%, c'est divisé par 2 pratiquement. Mais n'oublions pas que la coalition gagnante Wattu Sénégal était en coalition avec Bokk Gis Gis de Pape Diop, avec Mamadou Diop Decroix avec Andi Diop PADS et également avec le mouvement Tekki. Si on analyse les résultats de toutes ces composantes en 2012, parce que Decroix en 2012 était parti seul, Bokk Gis Gis était parti seul, Tekki était parti seul. Les résultats de ces législatives de 2012, cette coalition, si on cumule leur taux, ça tournait autour de 25%. Donc aujourd'hui, ils se retrouvent avec 16%. C'est pas bon, c'est le signe d'un déclin. Et c'est l'effet Wade même qui a atténué plus ou moins ce déclin. C'est ce que j'ai essayé d'analyser dans le papier, pour dire simplement que aujourd'hui, à la table du PDS, à la table de la coalition Manko Wattu, on trouve qui? On trouve des partis, on ne trouve pas le PDS. À part le président Wade et Omar Sarr, on trouve Decroix qui a son parti qui s'appelle Ande Diop. On trouve Pape Diop qui a son parti qui s'appelle Bokk Gis Gis. On trouve le mouvement Tekki. Cette question interpelle les militants originels du PDS qui doivent se dire quel parti on a actuellement. Le président Wade, il a un âge très avancé et ce n'est pas le président Wade qui va continuer à entretenir cette espèce de flambeau du PDS qui est en déclin, en chute libre. Donc vous liez l'avenir du PDS à celui de son patron, le président Abdoulaye Wade. Hein? C'est inéluctable. Et puis même la venue de Wade lors de ces élections, l'objectif caché, c'était quoi? L'objectif caché, c'était d'éviter que le PDS perde la 2e place au profit de Manko Taxawu Sénégal. N'est-ce pas? Donc, il y a tellement de coalitions qu'on s'y perd. Oui, Manko Taxawu Sénégal, de Khalifa. Parce que n'oublions pas que le plan A, c'était Omar Sarr tête de liste. Les Khalifa ont claqué la porte en disant on n'accepte pas. C'est en ce moment qu'on a sorti le président Wade, n'est-ce pas, pour en faire une tête de liste. Mais l'objectif caché, c'était d'éviter que le PDS perde son statut de leader de l'opposition. Sous ce rapport, on peut dire qu'il a réussi. Il a réussi, plus ou moins. Bon, sauf que c'est une réussite mitigée, d'autant plus que le déclin va se poursuivre. Parce que tout simplement, l'agenda du Parti démocratique sénégalais est un agenda filial, tout le monde le sait. Tout le monde sait que ce qui les intéresse, c'est le retour du fils du président Wade, dont l'avenir politique est hypothéqué, quoi qu'on puisse en dire. Et quelque part également, voilà, on ne sent plus la mayonnaise prendre, parce que tout simplement, le Parti démocratique sénégalais est aujourd'hui phagocyté par des mouvements comme Ande Diop PADS, comme Bokk Gis Gis. Chacun vient prendre sa petite part. Et au bout du compte, il n'en restera pas grand-chose. Vous le disiez bien, l'effet Abdoulaye Wade a un peu atténué ce déclin entre guillemets du Parti démocratique sénégalais, cet effet qui s'est matérialisé par les 19 voix, non pas voix, les 19 postes de députés qu'ils ont eu, cette coalition, et évidemment certains leaders politiques
en ont souffert et ils le disent tout haut. Quand vous entendez Modou Diagne Fada ou Abdoul Mbaye dire que Wade nous a porté préjudice, ça veut tout dire. Oui, Modou Diagne Fada a été reproché au plus fort reste. Moi, Abdoul Mbaye, l'ancien Premier ministre, malheureusement, il fait partie des 33 coalitions qui ont eu 0 député. Mais moi, quelque part, je me dis qu'il doit avoir une lecture beaucoup plus profonde. Vous n'êtes pas d'accord avec cette lecture? Je sais que le président Wade a un peu, je m'excuse du terme, un peu vampirisé le vote parce qu'il a pratiquement tout raclé au niveau opposition, de ce qui restait de l'opposition. Mais n'oublions pas que c'était une élection à 47 listes et que ce n'est pas toutes les listes qu'on peut qualifier d'opposition radicale. D'opposition radicale. Bon, aujourd'hui, quelqu'un comme Fada, par exemple, son avenir au PDS étant hypothéqué, il a cherché à rebondir, n'est-ce pas, avec sa propre coalition. Au bout du compte, il se trouve repêché. Peut-être sans Abdoulaye Wade, il aurait au moins des voix supplémentaires, non? Oui, mais la lecture qu'il doit en faire aujourd'hui... Lui, ce qu'il dit, c'est qu'il aurait pris la place du PDS. Oui, mais il aurait battu le PDS. Ça, c'est un peu trop prétentieux. Mais toujours est-il que moi, aujourd'hui, la lecture que j'en fais, quelqu'un qui a une ambition présidentielle, qui va à des élections et qui se retrouve repêché à l'élection législative pour être le seul député de sa coalition. La lecture qu'il doit en faire à court terme. Il en a des ambitions présidentielles? Mais ils en avaient tous. Aujourd'hui, Abdoul Mbaye avait des ambitions présidentielles. Oui, lui, on est d'accord. Mais il n'a pas de député, il a 0 député. Aujourd'hui, la lecture objective qu'il doit faire, c'est quoi? C'est de se dire dans quel camp je suis. Aujourd'hui, au niveau, les gens doivent savoir que la coalition Benno Bokk Yakaar, qui a eu 49, un peu moins de 50% des voix, c'est une coalition qui n'est pas fermée. Aujourd'hui, il ne faut pas que les gens se disent que les 47 listes sont dans une opposition frontale avec Benno. Non, les 47 listes, certains sont partis pour être députés, n'est-ce pas, pour être élus. Il y en a même certains qui sont venus des flancs de Benno, comme Abou Nguet, n'est-ce pas, voilà, qui s'est rebellé pour finalement être élu, etc. Mais tout ça, c'est le quotient électoral du président Macky Sall dépasse largement ces 49,85%, parce que tout simplement, nous devons avoir une lecture beaucoup plus profonde. Pourtant, il y a certains qui le disent, que bon, avec ces 49%, il aurait été en ballottage à la présidentielle. Oui, mais le quotient électoral du président Macky Sall dépasse largement le quotient électoral de sa coalition. Ça veut dire que les législatives ne sont pas Non, ce n'est pas comparable. C'est pas comparable parce qu'aujourd'hui, si on prend un exemple, souvent les gens cèdent même à tort l'exemple du PS en 98. Il y en a qui disent, oui, le PS avait eu 49% en 98. Au bout du compte, le PS a perdu le pouvoir. Mais ce que les gens oublient, c'est qu'entre 98 et 2000, le PS a perdu un poids lourd appelé Moustapha Niasse, qui pesait au moins 16%. C'est ça qui a plongé le Parti socialiste, n'est-ce pas, à l'opposition en 2000. Parce qu'entre-temps, Niasse, entre 98 et 2000, Niasse a créé son parti, l'appel du 16 juin, n'est-ce pas. Donc c'est juste pour dire qu'aujourd'hui, ce qui est fondamental, c'est que Benno a gagné ses élections. Benno a une large majorité à l'Assemblée et Benno Bokk Yakaar s'est renforcé. Pourquoi je dis que Benno s'est renforcé? Parce que les principales coalitions, n'est-ce pas, d'opposition frontale, crypto-personnelle, n'ont rien récolté au bout du compte. Ces coalitions tournent autour de la coalition gagnante Wattu et également de la coalition Manko Taxawu Sénégal. En dehors de ces coalitions, toutes les autres coalitions, c'était, comme on dit en Wolof, des merngembou, des gens frustrés qui avaient créé leur propre coalition pour être éligibles à l'Assemblée. N'est-ce pas? Si je prends nos 3 braves dames qui se sont bien bagarrées, à savoir les têtes de liste, Aïssata Tall Sall, Aïda Mbodj, Amsatou Sow Sidibé, qui malheureusement n'a pas pu passer, elle a eu, je pense, 6 000 et quelques voix, mais Sohna Dieng Mbacké du PVD qui est passé. Si on prend ces braves dames, à qui je tire un chapeau, ou bien un foulard, comme si vous voulez, mais c'est des dames que je ne considère pas comme étant des opposants, disons, sous l'angle frontal avec le système. Maintenant, il appartiendra maintenant à Benno, à notre coalition, n'est-ce pas, de faire une lecture beaucoup plus affinée de ces résultats. Justement, quels sont les enseignements que la coalition et son président, le président de la République, président de l'APR, doivent tirer de ce scrutin, à votre avis? Bon, déjà, avec les 49 et quelques pourcents, bien sûr. Déjà, la première lecture, c'est que les Sénégalais ont renoué avec le vote. 54% de taux de participation.
les élections législatives de 2012, 1 900 000. En dépit des craintes. Hein? En dépit des craintes, Ouais. 1 900 000 votants en 2012 aux législatives, 3 300 000 en 2017. Ça veut dire une progression de 68%, n'est-ce pas, de participation à des élections législatives en 5 ans. C'est important. Plus de 3 300 000 votants, Oui. C'est important. Maintenant, la lecture qu'il faut en faire au niveau de Benno Bokk Yakaar, c'est d'abord de se dire qu'aujourd'hui, quelle est la cible? Quelle est la cible en termes stratégiques? Aujourd'hui, le président travaille, le gouvernement a un bilan. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire en direction de l'électorat pour renforcer davantage, n'est-ce pas, ce corps électoral en faveur de Benno? Et c'est là où se trouve le défi. Mais toujours est-il que nous ne devons pas faire la fine bouche. C'est des élections que nous avons remportées très largement. Le président Macky est toujours dans une logique d'ouverture et de dialogue et de concertation. Ça, c'est sa marque de fabrique. Parce que depuis le début, même sur des sujets, que ce soit sur des sujets économiques, révision code général des impôts, les questions foncières, les questions d'éducation, toujours le président met en avant la concertation nationale, etc. Donc il faut également élargir les bases politiques de Benno Bokk Yakaar, mais également il faut au niveau interne que l'APR également en tant que pivot, n'est-ce pas, de cette coalition, fasse preuve d'un peu plus de générosité en interne, mais également il faut y aller avec stratégie. D'ici 2019, il nous faut mettre en place une machine, véritable machine en termes électoraux, parce que tout simplement, il y a des zones qu'il faut ratisser. Et sous ce rapport, je sais que le parti saura, et la coalition sauront faire les bons choix. D'accord. Voilà. Alors, on le sait bien, la perspective, c'est la présidentielle de 2019. Et il y aura certainement une sorte de recomposition en vue de ce scrutin. Vous la voyez comment, cette recomposition? La recomposition, déjà, c'est d'aller vers l'élargissement du cadre Benno Bokk Yakaar, qui n'est pas un cadre fermé. Il faut que les gens sachent que c'est une coalition de coalitions, et également une coalition qui absorbe également d'autres partis et d'autres segments de la société. N'est-ce pas? Il faut continuer ce processus de renforcement. Ça, c'est au niveau interne. Au niveau interne. Ouais. Mais également, c'est ce que j'appelle les leaders de l'opposition, qui n'ont pas un contentieux judiciaire ou bien un contentieux à court terme avec le système. Parce que Manko, quoi qu'on puisse dire, ils ont essayé de jouer sur la victimisation. Le Parti démocratique sénégalais, le débat est toujours phagocyté par l'histoire de Karim Meïssa Wade, n'est-ce pas, qui a été jugé et condamné, gracié et non amnistié, n'est-ce pas, ça veut tout dire. Donc aujourd'hui, à part ces deux pôles, disons, de crispation politique, nous devons aller au-delà, ratisser très large. Parce que souvent au Sénégal, le débat est faussé par la notion de transhumance, n'est-ce pas? Parce que souvent, quand quelqu'un quitte un bord pour aller dans un autre bord, bon, la presse parle rapidement de transhumance. Aujourd'hui, en France, on a un chef d'État qui gouverne avec à la fois la droite, la gauche, le centre et même l'extrême gauche. Donc, ça veut dire que, et là-bas, on ne parle pas de transhumance. Donc, il faut qu'on dépasse ce niveau de crispation et de clivage pour aller vers un large consensus, n'est-ce pas? Mais une chose est sûre, le président Macky Sall, en 2019, aura un bilan, il l'a déjà, et il y a les perspectives qui s'annoncent. Et je sais que 2019, il suffit d'un peu d'organisation pour que ça passe comme lettre à la poste. Parce que les Sénégalais aussi, quoi qu'on puisse dire, sont très intelligents, n'est-ce pas? Les Sénégalais savent que le président est sur la bonne voie, globalement. Les Sénégalais savent que face au président de la République, on a qui? On a des gens qui ont eu à exercer le pouvoir et qui n'ont pas été des exemples au sens, n'est-ce pas, au sens politique du terme. Vous voulez parler de qui concrètement? Concrètement, aujourd'hui, on a en face de qui? On a le pôle Manko. Manko, on a qui? On a Idrissa à Manko. On a Khalifa, on a Gakou. N'est-ce pas? Quel est leur cursus politique? Quelle est leur envergure nationale face au président Macky Sall, qui tour à tour a été directeur, ministre, premier ministre, président de l'Assemblée, chef d'État, et qui a une bonne connaissance socio-culturelle du Sénégal. Au niveau de l'autre pôle, le Parti démocratique sénégalais qui est à la recherche d'un candidat. Parce qu'il ne faut pas qu'on ait la fine bouche. Eux-mêmes, ils savent. Ils n'auront pas de candidat? Ils savent que leur candidat
à la lecture du code électoral, aura des difficultés pour faire valider sa candidature. C'est qui leur candidat? Karim Wade. C'est Karim Wade. Voilà. Ils le savent, parce que aussi, nous autres hommes politiques, souvent, il y a un débat out et un débat in. Eux, ils le savent. Ils savent que les conditions d'éligibilité, de recevabilité d'une candidature à l'élection présidentielle sont telles que quelqu'un qui a été condamné pour au-delà de 5 ans ne peut pas prétendre à ça. C'est pourquoi, d'ailleurs, ils se battent pour qu'il y ait l'amnistie. C'est pourquoi, d'ailleurs, ils se sont bien bagarrés pour ces législatives, pour contrôler l'Assemblée, parce que n'oublions pas que c'est l'Assemblée qui vote les lois d'amnistie. Maintenant, ils n'ont pas pu y arriver. C'était l'objectif, quoi. Voilà, c'était l'objectif caché. Maintenant, une chose est sûre, les perspectives de 2019, il va falloir un peu plus d'ouverture, de générosité interne au niveau de l'Alliance pour la République d'abord, ensuite externe au niveau de Benno, mais également il faut très rapidement poursuivre les travaux, les chantiers, le bilan, parce que le président aura un bilan assez reluisant, n'est-ce pas, je l'espère. D'accord. Alors, vous avez, je le mentionnais tout à l'heure, vous êtes très dynamique dans l'écriture. Hein, et je rappelle les 2 dernières publications que vous avez mises sur le marché, si on peut le dire comme ça. Nouvelle trajectoire du Sénégal ou la défense de la vision du président Macky Sall. Et bien sûr un livre blanc sur le pétrole et le gaz. Allons-y pour le premier. Qu'est-ce que vous avez voulu mettre en exergue ici? Bon, j'ai voulu mettre en exergue derrière la vision du président de la République ses réalisations d'abord. Parce qu'une vision n'a de sens que quand il y a des réalisations. Depuis 2 ans, notre taux de croissance a dépassé les 6,5%. On ne l'a jamais fait. Depuis quelques années, depuis 5 ans, on a vu les bons que notre agriculture a eu à avoir, tant au plan qualitatif qu'au plan quantitatif. Je donne un exemple tout juste. Rien que le riz, on a eu une progression de 102% sur les 5 ans. Rien que l'arachide, 42%. Rien que l'oignon, 71%. Rien que la pomme de terre, 333% de taux d'augmentation. Je ne parlerai pas de l'énergie. L'énergie, tout le monde sait d'où on vient et où est-ce qu'on en est actuellement. Je peux faire abstraction même des infrastructures, parce que le président, rien que l'autoroute, les projets autoroutiers, Ila Touba, Diamniadio Sindia, etc. Voilà, c'est des réalisations palpables. Sans compter les nouveautés dans le langage, bourse de sécurité familiale, couverture maladie universelle, etc. Sans compter la réorientation en cours de notre système éducatif vers beaucoup plus de professionnalisme, ce qui réglera en partie la question de l'employabilité et par ricochet de l'emploi. Donc j'ai voulu expliquer quoi? Que le président Macky Sall a bâti sa démarche autour d'une vision. Cette vision, c'est quoi? C'est la souveraineté économique et sociale progressive. Et le Sénégal, sous ce rapport, le président est sur la bonne voie. Mais il fallait mettre ça en exergue avec des arguments, n'est-ce pas, assez détaillés. D'accord. Voilà. Tout n'est pas rose, mais on est sur la bonne voie. Très bien. Alors, et le livre blanc maintenant sur le pétrole et le gaz, qu'est-ce qu'il résume en fait? Le livre blanc procède... C'est une réponse à une critique, on l'a vu, acerbe de l'opposition sur cette question. Effectivement, c'était ça, parce que je me souviens, bon, c'est juste pour expliquer que c'est une question d'actualité, que l'opposition a beaucoup agité, n'est-ce pas? Mais sauf que l'opposition l'a agité sur des bases liées de désinformation. Donc il fallait un peu rétablir les faits. Bon, j'ai expliqué très rapidement dans le livre, en réponse à chaque grief posé par l'opposition, j'ai essayé d'expliquer, grosso modo, 5 à 6 points pour clarifier le débat. Première chose, quel type de contrat le Sénégal a avec ses multinationales? C'est des contrats de recherche et de partage de production. Viens chercher, viens investir. Si tu trouves, on partage. Si tu ne trouves pas, tu perds. Première chose. Deuxième chose, phase de recherche. Est-ce que pendant la phase de recherche, la multinationale ou bien la compagnie paye des impôts? Elle ne paye pas aux yeux de l'article 48 du Code pétrolier du Sénégal. Troisième chose, quand cette entreprise trouve, est-ce qu'elle peut céder des parts à une autre pour lui dire « viens me donner un coup de main ». C'est possible parce que l'article 56 du Code pétrolier le permet. D'ailleurs, il y a un écrivain de l'opposition
Ousmane Sonko pour ne pas le nommer. Devenu député. Hein? Il a fait son livre et il n'a pas repris in extenso, c'est-à-dire intégralement cet article 56, qui est sa principale base de reproche. N'est-ce pas? Il ne l'a pas repris, il est le seul à savoir pourquoi il ne l'a pas repris. Il a la liberté d'expression, mais toujours, il ne l'a pas repris. Pendant donc, la cession de part est possible. Et cette cession de part n'est pas susceptible d'impôt parce qu'il ne s'agit pas, disons, d'une spéculation, mais il s'agit d'un transfert d'obligation de travaux. Et l'article 722 du Code général des impôts également exonère ces entreprises pendant ces phases-là. Autre chose, qu'est-ce qu'on gagne dans ce pétrole? Je pense que les Sénégalais qui nous regardent, c'est ça qui les intéresse. Et sous ce rapport, le président Macky Sall a tout verrouillé. Et j'ai pu démontrer dans le livre que bon an, mal an, le Sénégal va gagner au minimum entre 75 et 80% des revenus de son pétrole. Et ça, c'est important. Entre la part de Petrosen, entre la clé de répartition qui peut aller jusqu'à 58% du produit brut et les droits, l'impôt sur les sociétés que l'entreprise va payer après avoir amorti ses investissements, sans compter l'impôt sur les salaires, etc., ça peut tourner autour de 80%. D'accord. Donc, vous voulez dire... Oui, allez-y. Sixième point important. Qu'est-ce que le président a mis en place pour sécuriser tout ça? Le président Macky a mis Cospetrogaz. Avant cela, en 2013, il avait mis l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Il a lancé l'Institut pétrole et gaz, l'Institut de formation. Mais aussi, il va faire voter une loi d'orientation sur les clés de répartition. Un tiers pour le budget national, un tiers pour le fonctionnement, un tiers pour l'investissement et surtout un tiers pour le fonds souverain. Fonds souverain qui va nous permettre demain de financer nos PME sur la base de la vision de l'État du Sénégal. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, si le Qatar a pu acheter le Paris Saint-Germain, c'est parce que le Qatar a du pétrole et du gaz. Demain, le Sénégal peut même se payer le luxe d'aller acheter Manchester United. C'est juste pour vous dire que c'est important et le président Macky Sall a tout verrouillé sous ce rapport. Vous voulez dire qu'au final, sur toute la ligne, les conditions sont créées pour une exploitation judicieuse et profitable au Sénégal de cette manne. C'est tellement vrai que gazière. C'est tellement vrai que les conditions sont tellement verrouillées que moi je me dis que c'est un atout même d'avoir eu à ce moment important de la vie de la nation un chef d'État qui fait partie des meilleurs spécialistes de ces questions au Sénégal et en Afrique. Le président Macky Sall, au mieux des cas, ce pétrole, ce gaz surtout, sera exploité vers 2021, surtout le gaz de Saint-Louis offshore. 2021. Si le président Macky Sall assure son deuxième mandat, ce sera à 2 ou 3 ans de la fin de son deuxième mandat. Donc c'est son successeur qui va en profiter. Et le président Macky Sall, l'avantage qu'on a actuellement dans le contexte actuel, d'avoir un chef d'État qui maîtrise ces questions, c'est qu'il va mettre en place tous les verrous nécessaires pour permettre au Sénégal, quel que soit le régime, de pouvoir profiter de cette manne, n'est-ce pas? N'oublions pas que l'Arabie Saoudite a commencé à exploiter son pétrole dans les années 30. 90 ans après, l'Arabie Saoudite est devenue ce qu'elle est. Et le Sénégal pourrait prendre l'ascenseur pour aller beaucoup plus vite que ces pays du Golfe, n'est-ce pas, dans l'intérêt de notre pays. Absolument. Alors, vous êtes, je le disais à l'entame de cette émission, conseiller départemental élu au niveau de Mbour et responsable à Diass. Diass est une localité dont on dit qu'elle a évidemment, et c'est une évidence, un avenir radieux grâce à cet aéroport qui est en phase finale, bien sûr. Alors, comment voyez-vous l'horizon sous ce rapport-là? Oui, avant tout, je profite de l'occasion pour saluer les habitants des 17 villages de la commune de Diass qui certainement nous suivent et également les remercier pour l'écrasante victoire de Benno Bokk Yakaar lors de ces élections législatives. On a eu 54% devant Manko qui a eu 13%, je pense, et PUR, etc. Donc, mais pour dire simplement que l'avenir de Diass, de la commune de Diass, est intimement lié à l'avenir du Sénégal parce qu'aujourd'hui, après le verrou Diamniadio, le deuxième verrou, c'est Diass, c'est la commune de Diass. Aujourd'hui, les projets qu'il y a dans cette localité font que l'État doit très rapidement corriger les gaps infrastructurels dans notre zone. Ça, parce qu'il y en a. Il y en a encore. Quels sont les problèmes auxquels vous faites face? Bon, il y a les problèmes d'accessibilité, des problèmes de routes, de pistes,
Mais également, il y a encore quelques villages qui n'ont pas encore l'électricité, n'est-ce pas? Je peux en citer Tchalao, etc. Il y a des villages dont l'installation est déjà prête. Et le président Macky a beaucoup fait sous ce rapport en 5 ans, parce que des villages comme Kholpa, il y a pas mal de villages qui ont été électrifiés, mais il en reste encore. Et nous avons allé très rapidement accélérer le processus, n'est-ce pas, de mise aux normes infrastructurelles de notre localité. Ouais, pour une localité qui va accueillir, qui va bientôt accueillir l'aéroport, et qui va accueillir également le projet Daga Kholpa, mais également qui va accueillir la zone économique spéciale intégrée, qui va être la porte d'arrivée du train express régional, n'est-ce pas? Et donc il va falloir que l'État investisse un peu plus dans notre localité, mais en rapport également avec les populations, mais également il faut très rapidement aussi que les questions liées à la formation professionnelle, que ces questions soient prises en compte. Et sous ce rapport, donc, l'État peut compter sur des cadres locaux, sur des jeunes. On a vu également que, évidemment, dans la perspective de du démarrage prochain de l'aéroport de Diass, l'aéroport Blaise Diagne, il y a une sorte de pression foncière au niveau de Diass. Et ça crée pas mal de problèmes, visiblement, ou ça va créer pas mal, au vu, bien sûr, de l'intérêt que les uns et les autres envisagent à ce niveau. Cette pression a commencé depuis les années 2000, le début des années 2000, bon, et c'est une pression qui, malheureusement, continue également. Bon, parce que n'oublions pas que les questions foncières constituent une compétence aussi transférée, plus ou moins. Il y a la commune qui doit jouer un rôle. Mais toujours est-il que il faut que les gens sachent que le passage d'une commune rurale vers l'urbanité, vers l'urbanisation, ne peut pas ne pas être douloureux. Et qu'il va falloir qu'on y réfléchisse. Moi, aujourd'hui, les préoccupations liées aux infrastructures disons, éducatives doivent être prises en compte. Mais également, il faut que l'État investisse pour nous hisser vers cette modernité. Ça relève de l'État. Il faut que Diass soit prête pour accueillir il faut que Diass soit prête. L'aéroport et toutes les infrastructures qui vont c'est important. Mais également, il faut une bonne implication de l'État en termes d'investissement. Maintenant, les questions foncières, souvent, ça relève du privé. Parce que tout simplement, je sais qu'il y a beaucoup de problèmes à ce niveau. Bon, ce n'est pas peut-être le lieu d'aborder la question en profondeur, mais toujours est-il que, voilà, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup parce qu'avec l'arrivée de l'aéroport, il y a pas mal de soucis. Parce que les gens ne veulent certainement pas que ce qui s'est produit à Dakar se reproduise à Diass, mais tout doit se faire dans le dialogue. Parce que tout simplement, nous ne devons pas oublier que la question foncière est une question très sensible et que tout doit se faire dans un respect mutuel entre population et autorité. L'avenir de Diass doit être certainement une sorte de motivation pour vous autres politiques. C'est votre cas, non? Oui, c'est mon cas. Mais toujours est-il que moi, je suis dans la politique pour 2 ou 3 raisons majeures. Bon, j'estime que je suis un produit de l'école publique et que j'ai une dette de citoyenneté vis-à-vis de ma nation. Deuxième chose, je suis en politique pour ma localité. Parce que le jour où je serai à la retraite, j'aimerais bien retourner calmement, vivre les restants de ma vie dans ma localité et y mourir normalement, avec l'aide de Dieu. Donc, pour ma localité d'abord, mais également pour ma nation. Mais aujourd'hui, ce que le président Macky Sall est en train de faire est tellement exaltant que c'est un appel que je lance même à tous les cadres qui se disent apolitiques, qui doivent venir rejoindre au nom de l'intérêt national ce qui se fait actuellement. Le président est en train de corriger la trajectoire du Sénégal vers beaucoup plus de souveraineté économique et sociale. Et il y va de l'intérêt de chacun, que ce soit un cadre du privé ou du public, de venir s'engager. Moi-même, je travaille dans le privé, n'est-ce pas, depuis une bonne vingtaine d'années. Mais pourquoi je m'engage à ce point? C'est parce que j'estime que le président Macky est sur la bonne voie. Et si je me bats pour sa réélection en 2019, c'est parce que c'est dans l'intérêt du Sénégal. C'est ça. Lui, ce qu'il veut, c'est l'émergence du Sénégal, évidemment, on va le rappeler. Vous pensez qu'il y a des risques liés à cette émergence-là, à l'horizon 2035? Oui, le principal risque a été pris en compte dans le PSE, c'est les questions sécuritaires. Moi, souvent, les questions économiques et sociales, en général, si on met bien la musique en marche, il n'y a pas de souci. Mais la question sécuritaire, elle est fondamentale. C'est d'autant plus que le Sénégal est devenu une convoitise internationale. Quoi qu'on puisse dire, ces questions pétrolières et gazières vont faire de sorte que
notre pays sera un centre d'intérêt mondial. Et sous ce rapport, le président a bien fait d'ouvrir, disons, le partenariat à toutes les nationalités, à toutes les entreprises. Il n'y a pas de discrimination. Aujourd'hui, il y a des Australiens, il y a des Anglais, il y a des Français, il y a des... Bon, il y aura peut-être des Chinois même et des Russes, on ne sait jamais, mais toujours est-il que sous ce rapport, il n'y a pas de discrimination. Maintenant, l'autre risque, c'est lié à la classe politique, qui doit faire preuve d'auteur de vue et également d'éviter de faire le jeu de certaines multinationales ou bien de certains groupes pour venir déstabiliser ce pays. Une déstabilisation, elle peut être médiatique, elle peut être guerrière, elle peut être de tous ordres. Nous devons faire bloc et se dire que ce pays, nous avons ce pays à faire construire. Preuve de patriotisme. Voilà, de patriotisme. Aujourd'hui, 2024, c'est dans 7 ans. Accompagner le président pour qu'il soit là jusqu'en 2024. Ça devrait même faire acte de, disons, de consensus de la classe politique sénégalaise. Oui, s'il n'y avait pas ces aspects crypto-personnels. Voilà, mais on a quand même un agenda électoral, hein, c'est au nom de la démocratie. Absolument. On va toujours le respecter. Absolument. Merci beaucoup, Mamadou Ndione. Je précise, mesdames, messieurs, qu'il est économiste, écrivain. Avec lui, nous étions en train de tirer les enseignements des élections législatives, mais aussi nous projeter sur l'avenir avec les questions socio-économiques. Merci beaucoup d'avoir suivi. Merci beaucoup encore une fois, M. Ndione. Merci beaucoup. Merci, Omar. Rendez-vous dimanche prochain. Les élections que nous avons remportées très largement, le président Macky est toujours dans une logique d'ouverture et de dialogue et de concertation. Ça, c'est sa marque de fabrique. Parce que depuis le début, même sur des sujets, que ce soit sur des sujets économiques, révision au code général des impôts, les questions foncières, les questions d'éducation, toujours le président met en avant la concertation nationale, etc. Donc, il faut également élargir les bases politiques de Benno Bokk Yakaar. Mais également, il faut, au niveau interne, que l'APR également, en tant que pivot, n'est-ce pas, de cette coalition, fasse preuve d'un peu plus de générosité en interne. Mais également, il faut y aller avec stratégie. D'ici 2019, il nous faut mettre en place une machine, véritable machine en termes électoraux, parce que tout simplement, il y a des zones qu'il faut ratisser. Et sous ce rapport, je sais que le parti et la coalition sauront faire les bons choix. D'accord. Voilà. Alors, on le sait bien, la perspective, c'est la présidentielle de 2019. Et il y aura certainement une sorte de recomposition en vue de ce scrutin. Vous la voyez comment, cette recomposition? La recomposition, déjà, c'est d'aller vers l'élargissement du cadre Benno Bokk Yakaar, qui n'est pas un cadre fermé. Il faut que les gens sachent que c'est une coalition de coalitions et également une coalition qui absorbe également d'autres partis et d'autres segments de la société. N'est-ce pas? Il faut continuer ce processus de renforcement. Ça, c'est au niveau interne. Au niveau interne. Ouais. Mais également, c'est ce que j'appelle les leaders de l'opposition, qui n'ont pas un contentieux judiciaire ou bien un contentieux à court terme avec le système. Parce que Manko, quoi qu'on puisse dire, ils ont essayé de jouer sur la victimisation. Le Parti démocratique sénégalais, le débat est toujours phagocyté par l'histoire de Karim Meïssa Wade, n'est-ce pas, qui a été jugé et condamné, gracié et non amnistié, n'est-ce pas, ça veut tout dire. Donc, aujourd'hui, à part ces deux pôles, disons, de crispation politique, nous devons aller au-delà, ratisser très large. Parce que souvent au Sénégal, le débat est faussé par la notion de transhumance, n'est-ce pas? Parce que souvent, quand quelqu'un quitte un bord pour aller dans un autre bord, bon, la presse parle rapidement de transhumance. Aujourd'hui, en France, on a un chef d'État qui gouverne avec à la fois la droite, la gauche, le centre et même l'extrême gauche. Donc, ça veut dire que, et là-bas, on ne parle pas de transhumance. Donc, il faut qu'on dépasse ce niveau de crispation a un peu, je m'excuse du terme, a un peu vampirisé le vote parce qu'il a pratiquement tout raclé au niveau opposition, de ce qui restait de l'opposition. Mais n'oublions pas que c'était une élection à 47 listes et que ce n'est pas toutes les listes qu'on peut qualifier d'opposition radicale. D'opposition radicale. Bon, aujourd'hui, quelqu'un comme Fada, par exemple,
son avenir au PDS étant hypothéqué, il a cherché à rebondir, n'est-ce pas, avec sa propre coalition. Au bout du compte, il se trouve repêché. Peut-être sans Abdoulaye Wade, il aurait au moins des voix supplémentaires, non? Oui, mais la lecture qu'il doit en faire aujourd'hui... Lui, ce qu'il dit, c'est qu'il aurait pris la place du PDS. Ouais, il aurait battu le PDS. Ça, c'est un peu trop prétentieux. Ouais. Mais toujours est-il que moi, aujourd'hui, la lecture que j'en fais, quelqu'un qui a une ambition présidentielle, qui va à des élections et qui se retrouve repêché à l'élection législative pour être le seul député de sa coalition. La lecture qu'il doit en faire à court terme, c'est il quoi? en a des ambitions présidentielles. Mais ils en avaient tous. Aujourd'hui, Abdoul Mbaye avait des ambitions présidentielles. Oui, lui, on est d'accord. Mais il n'a pas de député, il a 0 député. Aujourd'hui, la lecture objective qu'il doit faire, c'est quoi? C'est de se dire dans quel camp je suis. Aujourd'hui, au niveau, les gens doivent savoir que la coalition Benno Bokk Yakaar, qui a eu 49, un peu moins de 50% des voix, c'est une coalition qui n'est pas fermée. Aujourd'hui, il ne faut pas que les gens se disent que les 47 listes sont dans une opposition frontale avec Benno. Non, les 47 listes, certains sont partis pour être députés, n'est-ce pas, pour être élus. Il y en a même certains qui sont venus des flancs de Benno, comme Abou Nguet, n'est-ce pas, oui. Voilà, qui s'est rebellé pour finalement être élu, etc. Mais tout ça, c'est le quotient électoral du président Macky Sall dépasse largement ces 49,85%, parce que tout simplement, nous devons avoir une lecture beaucoup plus profonde. Maintenant, pourtant, il y a certains qui le disent, que bon, avec ces 49%, il aurait été en ballottage à la présidentielle. Oui, mais le quotient électoral du président Macky Sall dépasse largement le quotient électoral de sa coalition. Ça veut dire que les législatives ne sont pas Non, c'est pas comparable. C'est pas comparable parce qu'aujourd'hui, si on prend un exemple, souvent les gens cèdent même à tort l'exemple du PS en 98. Oui. Il y en a qui disent, oui, le PS avait eu 49% en 98. Au bout du compte, le PS a perdu le pouvoir. Mais ce que les gens oublient, c'est qu'entre 98 et 2000, le PS a perdu un poids lourd appelé Moustapha Niasse, qui pesait au moins 16%. C'est ça qui a plongé le Parti socialiste, n'est-ce pas, à l'opposition en 2000. On trouve Pape Diop qui a son parti qui s'appelle Bokk Gis Gis, on trouve le mouvement Tekki. Cette question interpelle les militants originels du PDS qui doivent se dire quel parti on a actuellement. Le président Wade, il a un âge très avancé et ce n'est pas le président Wade qui va continuer à entretenir cette espèce de flambeau du PDS qui est en déclin, en chute libre. Donc vous liez l'avenir du PDS à celui de son patron, le président Abdoulaye Wade. Hein? C'est inéluctable. Et puis même la venue de Wade lors de ces élections, l'objectif caché, c'était quoi? L'objectif caché, c'était d'éviter que le PDS perde la deuxième place au profit de Manko Tahaou Sénégal. N'est-ce pas? Donc, il y a tellement de coalitions qu'on s'y perd. Oui, Manko Tahaou Sénégal, c'est la coalition de Khalifa. Parce que, n'oublions pas que le plan A, c'était Omar Sarr tête de liste. Les Khalifayotes ont claqué la porte en disant on n'accepte pas. C'est en ce moment qu'on a sorti le président Wade, n'est-ce pas, pour en faire une tête de liste. Mais l'objectif caché, c'était d'éviter que le PDS perde son statut de leader de l'opposition. Sous ce rapport, on peut dire qu'il a réussi. Il a réussi, plus ou moins. Bon, sauf que c'est une réussite mitigée, d'autant plus que le déclin va se poursuivre. Parce que tout simplement, l'agenda du Parti démocratique sénégalais est un agenda filial, tout le monde le sait. Tout le monde sait que ce qui les intéresse, c'est le retour du fils du président Wade, dont l'avenir politique est hypothéqué, quoi qu'on puisse en dire. Et quelque part également, voilà, on ne sent plus la mayonnaise prendre, parce que tout simplement, le Parti démocratique sénégalais est aujourd'hui phagocyté par des mouvements comme Andejef PADS, comme Bokk Gis Gis. Chacun vient prendre sa petite part, et au bout du compte, il n'en restera pas grand-chose. Vous le disiez bien, l'effet Abdoulaye Wade a un peu atténué ce déclin entre guillemets du Parti démocratique sénégalais, cet effet qui s'est matérialisé par les 19 voix, non pas voix, les 19 postes de députés qu'ils ont eu, cette coalition. Et évidemment, certains leaders politiques en ont souffert et ils le disent tout haut. Quand vous entendez Modou Diagne Fada ou Abdoul Mbaye dire que Wade nous a porté préjudice, ça veut tout dire. Oui, Modou Diagne Fada a été reproché au plus fort reste. Abdoul Mbaye, l'ancien Premier ministre, malheureusement, il fait partie des 33 coalitions qui ont eu 0 député.
Mais moi, quelque part, je me dis qu'il doit y avoir une lecture beaucoup plus profonde. Vous n'êtes pas d'accord avec cette lecture? Je sais que le président Wade, mais toujours est-il que les élections se sont bien déroulées dans l'ensemble. Aujourd'hui, ce qui est cocasse dans cette affaire, c'est qu'aujourd'hui, là où il n'y a pas eu de vote, dans 147 bureaux, la coalition gagnante ne dit rien parce qu'elle a gagné, n'est-ce pas, au niveau du département de Mbacké. Voilà, donc, ce qui veut dire que quelque part, c'est des recours sur mesure, certainement pour pouvoir, voilà, même le recours de Manko a 7 députés, Manko cherche certainement à redorer son blason pour pouvoir avoir grignoté quelques députés supplémentaires. Mais toujours est-il que c'est le Conseil constitutionnel, n'est-ce pas, qui a un délai de 5 jours pour trancher ces questions, 5 jours à compter de la date de dépôt des recours, quoi. Donc, voilà. Oui, mais je veux dire, vous parliez tout à l'heure du président Abdoulaye Wade et de sa déception, entre guillemets. Également, dans le texte que je mentionnais plus haut, vous parliez un peu d'une sorte de déclin de son parti, le PDS. Est-ce qu'avec 19 députés, c'est vrai, dans la coalition, hein, il faut peut-être le préciser, on peut dire cela? Oui, en fait, si on analyse les élections, en 2012, quand le président Wade perdait le pouvoir, il était à 30%. Déjà, son quotient normal tournait autour de 30%, 35, même 34%. Aujourd'hui, le Parti démocratique sénégalais va dans une coalition appelée Manko, appelée coalition gagnante, qui n'a pas gagné d'ailleurs, et qui se retrouve avec un taux, un taux qui tourne autour de 16%. Bon, entre 30% et 16%, c'est divisé par 2 pratiquement. Mais n'oublions pas que la coalition gagnante Wattu Sénégal était en coalition avec Bokk Gis Gis de Pape Diop, avec Mamadou Diop Decroix avec Andi Diop PADS et également avec le mouvement Tekki. Si on analyse les résultats de toutes ces composantes en 2012, parce que Decroix en 2012 était parti seul, Bokk Gis Gis était parti seul, Tekki était parti seul. Les résultats de ces législatives de 2012, cette coalition, si on cumule leur taux, ça tournait autour de 25%. Donc aujourd'hui, ils se retrouvent avec 16%. C'est pas bon, c'est le signe d'un déclin. Et c'est l'effet Wade même qui a atténué plus ou moins ce déclin. C'est ce que j'ai essayé d'analyser dans le papier, pour dire simplement que aujourd'hui, à la table du PDS, à la table de la coalition Manko Wattu, on trouve qui? On trouve des partis, on ne trouve pas le PDS. À part le président Wade et Omar Sarr, on trouve Decroix qui a son parti qui s'appelle Ande Dief. Parce qu'entre-temps, Niass, entre 1998 et 2000, Niass a créé son parti. L'appel du 16 juin, n'est-ce pas? Donc c'est juste pour dire qu'aujourd'hui, ce qui est fondamental, c'est que Benno a gagné ses élections. Benno a une large majorité à l'Assemblée et Benno Bokk Yakaar s'est renforcé. Pourquoi je dis que Benno s'est renforcé? Parce que les principales coalitions, n'est-ce pas, d'opposition frontale, crypto-personnelle, n'ont rien récolté au bout du compte. Ces coalitions tournent autour de la coalition gagnante Wattu et également de la coalition Manko Taxawu Sénégal. En dehors de ces coalitions, toutes les autres coalitions, c'était, comme on dit en Wolof, des merngembou, des gens frustrés qui avaient créé leur propre coalition pour être éligibles à l'Assemblée. N'est-ce pas? Si je prends nos 3 braves dames qui se sont bien bagarrées, à savoir les têtes de liste, Aïssata Tall Sall, Aïda Mbodj, Amsatou Sow Sidibé, qui malheureusement n'a pas pu passer. Elle a eu, je pense, 6 000 et quelques voix. Mais Sohna Dieng Mbacké du PVD qui est passé. Si on prend ces braves dames, à qui je tire un chapeau, ou bien un foulard, comme si vous voulez, mais c'est des dames que je ne considère pas comme étant des opposants, disons, sous l'angle frontal avec le système. Maintenant, il appartiendra maintenant à Benno, à notre coalition, n'est-ce pas, de faire une lecture beaucoup plus affinée de ces résultats. Justement, quels sont les enseignements que la coalition et son président, le président de la République, président de l'APR, doivent tirer de ce scrutin, à votre avis? Bon, déjà, avec les 49 et quelques %, bien sûr. Déjà, la première lecture, c'est que les Sénégalais ont renoué avec le vote. 54% de taux de participation. Les élections législatives de 2012, 1 900 000... En dépit des craintes. Hein? En dépit des craintes. 1 900 000 votants en 2012 aux législatives. 3 300 000 en 2017. Ça veut dire une progression de 68%, n'est-ce pas, de participation à des élections législatives en 5 ans. C'est important.
plus de 3 300 000 votants. Oui. C'est important. Maintenant, la lecture qu'il faut en faire au niveau de Benno Bokk Yakaar, c'est d'abord de se dire qu'aujourd'hui, quelle est la cible? Quelle est la cible en termes stratégiques? Aujourd'hui, le président travaille, le gouvernement a un bilan. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire en direction de l'électorat pour renforcer davantage, n'est-ce pas, ce corps électoral en faveur de Benno? Et c'est là où se trouve le défi. Mais toujours est-il que nous ne devons pas faire la fine bouche.